Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais faire une petite vidéo vite fait comme ça là pour parler un peu des élections présidentielles au Gabon. J'avoue que je voulais faire cette vidéo depuis un moment. En vrai, je voulais la matérialiser pour le 17 août, pour les raisons que vous savez. Mais après, je me suis dit, vas-y, il y a l'émission, un candidat, un projet. Je me suis donné un temps pour laisser passer les candidats qui, à mon sens, sont les principaux candidats de la campagne. Et après, derrière, je me suis dit, vas-y, je vais faire la vidéo. Du coup, j'ai regardé Ondo Ossa, Gervais Onyan, Mwanga Mbadinga, Pierre Kaveh, Maganga Moussavou, sachant qu'Ali va, je pense, passer en dernière position. Je me suis dit, vas-y, je vais faire d'abord une vidéo. Et quand le Djadji passera, je vais faire une autre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire deux observations. La première, c'est vraiment quand tu regardes le profil des candidats qui passent, en tout cas des candidats que moi j'ai regardés, les gars sont calés quoi. Il y a de la matière grise, enfin, il y a un cursus scolaire bien établi, bien blindé. Il n'y a rien à redire dessus. Je suis aussi content du fait que l'opposition, ou du moins une partie de l'opposition, ait trouvé un candidat unique, un candidat consensuel unique. Ça reste plus ou moins la tendance depuis 2009. Donc André Baobam, il y a des gens qui se sont liés, enfin qui ont soutenu sa candidature. 2016, c'était la même chose par rapport à Jean Ping. Et là, 2023, c'est la même chose pour Ondo Ossa. C'est une très bonne chose. Je vais commencer par Mwanga Mbadinga. Parce que c'est celui pour qui je n'ai pas grand-chose à dire. En vrai, très intellectuel et tout, c'est pas la question. Je retiens de lui le panafricanisme. En tout cas, il se décrit, ou du moins il se détermine comme étant la réincarnation de Thomas Sankara. En tout cas, ce sont ses mots. Mais j'avoue que pendant le débat, j'avais du mal à saisir ce qu'il dit en fait. En fait, quand il parle, j'ai du mal. Après, je pense que pendant son passage, il y a eu des problèmes techniques parce que j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre les images et les paroles et après, tu ne suis plus rien quoi. Bref, le sbeul. Je retiens de lui le panafricanisme, c'est une valeur que beaucoup d'Africains prônent en ce moment. Et c'est pas plus mal, mais après, derrière, le fond de son programme, non, j'ai pas pu. Après 5 minutes, j'ai arrêté parce que, non, 10 minutes quand même. J'ai arrêté parce que j'avais du mal à saisir ce qu'il disait. Concernant Gervais Onyan, je retiens de lui la militarisation de la société gabonaise. Ça reste important parce qu'il faut un État peut-être pas trop militaire, mais un peu militaire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des gens, c'est seulement le bâton, quoi. Après, c'est vrai que militarisation, ça fait un peu dictature et tout. Et enfin, on ne sait pas s'il vient au pouvoir, ce qu'il va mettre en place. Je retiens de lui aussi la gabonisation des postes, même si je pense que tous prônent la gabonisation des postes, même s'ils ne le disent, tous les candidats ne le disent pas forcément. Mais la tendance actuelle est à la gabonisation des postes. Et j'espère en tout cas que ce sera matérialisé tôt ou tard. Très éloquent, je l'ai trouvé concis, précis. Je l'ai trouvé aussi assez, ouais, c'est pas très, il n'est pas non plus dans le divertissement. Enfin, qu'est-ce que je retiens du plus beau des candidats? Le candidat qui ressemble un peu, just a little bit, un peu à Barack Obama. Mais j'avoue que ce que moi j'ai vu avant de regarder son passage, j'ai eu l'impression à un moment donné que les médias lui donnent un genre de candidat plaisantin qui est plus dans le divertissement qu'un candidat sérieux. Et moi quand j'ai vu justement sa vidéo, il dit que c'est le plus beau des candidats et tout ça et bref. J'ai été agréablement surpris en regardant son passage à l'émission parce que quand tu prends ouais je suis le plus beau des candidats et tout ça, tu te dis ah, ça c'est un blagueur, mais quand tu vas regarder le fond, tu te rends compte qu'il y a du contenu quoi. J'ai trouvé qu'il était tranquille, il était à l'aise et il a fait l'école également. Il était à l'aise, il a parlé de façon très explicite, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça aurait été bien pour moi en tout cas qu'il n'y ait que 2 candidatures. Une de l'opposition qui regroupe mais vraiment toute l'opposition et celle de la majorité présidentielle. Mais bon, après, il y a des problèmes de fond, il y a des choses qui font qu'ils n'arrivent pas forcément, ils ne sont pas d'accord sur certains sujets et c'est ce qui explique la dispersion de l'électorat dans l'opposition finalement. Mais bon, après, je l'ai trouvé bien en tout cas pour lui et puis bon, ça peut-être bon. Pierre Kaveh Maganga Moussavou, très éloquent.
Je ne vais pas rappeler son cursus. C'est une tête bien faite également. Qu'est-ce que je retiens de lui? La provincialisation. S'il arrive à matérialiser la provincialisation, ce sera une bonne chose pour lutter contre l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que les gens se disent que le paradis, c'est à la capitale. Donc, ils migrent des provinces vers la capitale pour trouver du travail, pour s'épanouir. Enfin, bref. S'il arrive à matérialiser la provincialisation, franchement, ce serait une bonne chose. Ça va désengorger et éviter que tout le monde migre vers Libreville. Et puis derrière, s'il y a un mieux vivre de toute façon, ou du moins c'est un mieux vivre équivalent dans les provinces, c'est une très bonne chose. Je retiens de lui également, je trouve que, encore une fois, il est encore parti un peu plus loin, par exemple, que certains candidats. Quand il parle des problèmes de l'électricité, des problèmes d'eau et tout ça. Je trouve qu'il était un cran un peu plus au-dessus. Il était un peu plus concret en fait par rapport à certains candidats. Malheureusement, moi, ce que j'ai à reprocher, à mon humble avis, c'est un candidat très versatile. Les échéances précédentes nous ont montré qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui change d'avis très facilement. Il va souffrir tout au long de sa carrière politique. Les gens vont toujours lui reprocher cette versatilité-là. Et malheureusement, c'est un poids qu'il va porter tout au long de sa carrière politique. Et je pense que qui dit versatile, dit problème de crédibilité. Et voilà. Mais après, ça n'enlève pas l'éloquence de l'homme, ça n'enlève pas le charisme, ça n'enlève pas le fait qu'il soit techniquement au point. Pour moi, ça peut être un très bon technocrate, mais bon technocrate ne veut pas dire bon président, quoi. Donc, il y a pour moi des gens, en tout cas, qui sont bien pour être Premier ministre, et juste là, quoi, qui ne peuvent pas aller plus loin que ça. Voilà. Après, je vais parler d'Endossa. Alors là, pour moi, comme je disais encore une fois, c'est très bien que l'opposition se soit réunie et ait voté à l'unanimité, ou du moins, peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas à la majorité, pendant les primaires, qu'ils aient choisi un seul candidat. Maintenant, qu'est-ce que je retiens du passage d'Endossa? Ça, c'est mon point de vue personnel. J'ai été déçu, en fait. La déception, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'ai été déçu. Je l'ai trouvé suffisant. Après, je ne sais pas si c'est de la suffisance ou bien c'est le niveau de préparation des journalistes qui n'était pas au top. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé suffisant parce que j'estime que quand tu passes à une émission, même si tu as un cran au-dessus intellectuellement parlant, c'est toi qui dois adapter ton discours en fonction de tes interlocuteurs, en fait. Et moi, j'ai vu un candidat qui était déjà trop dans la technique, parce que pour vraiment comprendre, en tout cas l'émission d'Endossa, pour vraiment la comprendre, il faut connaître un minimum, quoi. Et moi j'estime que justement un candidat devrait en tout cas adapter son jargon à l'interlocuteur qui est en face de lui, tu vois. Et je trouve justement que son discours était fermé à la compréhension de l'arrière-pays. Une grand-mère, je ne sais pas moi, Mouila ou Achibanga, et c'est pas péjoratif, hein, mais elle ne peut pas comprendre, Endossa quand il parle, en fait. Je trouve qu'il est trop dans la technique, il n'est pas assez explicite, en tout cas, c'est mon point de vue. L'autre chose que je retiens de lui, et malheureusement, c'est qu'il a fait comme un bon candidat du Front National, quoi. C'est-à-dire qu'il a passé son temps à dresser le bilan politique du candidat de la majorité sans proposer concrètement, sans proposer quelque chose de concret, finalement sans proposer un projet de campagne, un projet de société. Et ça m'a beaucoup déçu parce que c'est Endossa, tu te dis, c'est Endossa, c'est le tout-puissant Endossa. Il n'y a rien à redire sur la tête bien faite qu'il est. Mais tu t'attends à plus, en fait. C'est-à-dire, moi, j'étais là, j'avais les crocs, je me suis dit, vas-y, je vais regarder et tout. Au final, quand tu regardes, tu te dis, bof, quoi. Non. Donc, il était vraiment en train, oui, voilà. Et même quand il essayait de présenter quelques mesures de ce qu'il pense faire, il était plus en mode question-réponse. On lui demande, qu'est-ce que vous allez faire? Il répondait juste aux questions posées, sans pour autant aller dans la profondeur des mesures qu'il prétend matérialiser
une fois intronisé, quoi. Ça m'a un peu refroidi en vrai. Donc, lors de son passage, j'ai vu plus un professeur d'université en train de faire un cours d'économie. Voilà. J'ai un avis mitigé en fait sur son passage. Je ne sais pas si ce sont les circonstances de l'émission qui ont fait que. Je ne sais pas également si au final, quand tu te rends compte aussi, les journalistes, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'ils n'ont pas bien apprêté l'émission, ou du moins s'ils avaient un temps, ils ont apprêté l'émission dans un temps imparti, je ne sais pas. Mais je m'attendais à plus. Je suis resté sur ma faim concernant Ndosa. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il ne se mouille pas assez sur les questions internationales, par exemple. Quand il entend préserver la coopération avec la France, en attendant qu'il y ait des Gabonais qui soient capables de traiter de ces sujets-là, je dis non, en vrai non, enfin, non. Et justement, quand on voit ce qui se passe en ce moment avec Assimi Goïta du Mali, avec Ibrahim Traoré du Burkina Faso, aujourd'hui, la tendance est au rejet des relations, enfin, est au rejet de la coopération avec la France. Et à un moment donné, quand on parle aussi d'indépendance réelle, c'est aussi dans la révision justement des accords bilatéraux entre la France et le Gabon. On ne peut pas prétendre être indépendant si ces questions-là ne sont pas remises sur la table des négociations pour essayer de voir ce qui s'y est, pour essayer de ramener plus ou moins une relation, une coopération d'égal à égal, quoi. Par contre, il est resté cohérent dans sa posture parce que, en vrai, sachant que, moi, quand j'ai su qu'il passait à l'émission, je me suis dit, Ndosa, il est agrégé en économie, enfin, voilà. J'attendais qu'il parle également, ou du moins qu'il se mouille un peu sur la monnaie de servitude, finalement, le franc CFA. Mais il est resté cohérent parce que lui, sa stratégie, à court terme, c'est l'éviction du candidat de la majorité du trône présidentiel. Et à plus long terme, il dit on verra. Alors, je ne demande pas non plus, je ne prône pas non plus le rejet de la coopération franco-gabonaise. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis à un moment donné, il faut une révision. Une révision est nécessaire. Une révision le plus tôt possible des accords est nécessaire justement pour, comme je disais précédemment, pour parler d'égal à égal déjà, et même pour matérialiser une indépendance réelle. Et puis j'avoue que je l'attendais aussi, mais après il est resté cohérent. Lui dit, il entend poursuivre la coopération le temps qu'il y ait des personnes suffisamment aguerries pour traiter ces sujets-là, intellectuellement parlant. Mais je l'attendais en fait sur la monnaie de servitude, mais encore une fois, il est resté cohérent. Donc sa stratégie finalement, parce que lui, sa stratégie à court terme, c'est quoi? C'est l'éviction du candidat de la majorité présidentielle de la présidence. Et à long terme, il dit on verra. Concernant maintenant la majorité présidentielle, bon, ce que moi je peux dire là à chaud, sans avoir vu le candidat de la majorité présidentielle, ce qui est particulier dans cette élection présidentielle, bah, déjà c'est des élections jumelées en août. Déjà, donc il y a à la fois les législatives et les présidentielles. Au début, j'avais vraiment une impression de monopartisme. Pourquoi je dis ça? Parce que le candidat de la majorité a obtenu l'unanimité artistique. Il a obtenu, peut-être pas l'unanimité politique, mais il a quand même... c'est quand même un poids lourd politique. J'entends quoi par là? Si je prends l'exemple des législatives, on a, je pense, quasiment un peu plus de 140 circonscriptions. Dans chaque circonscription, le PDG a présenté un candidat. Donc, même dans les circonscriptions qui sont lointaines, la majorité présidentielle est représentée. Donc, il y a même des circonscriptions dans lesquelles le candidat du PDG est seul. Donc là, déjà, la majorité à l'Assemblée est inévitable. Là, déjà, pour parler
du poids qu'il représente, que le PDG représente dans les deux échéances. En fait, c'est une machine. Et pour revenir maintenant à... J'ai pas envie de parler d'unanimité politique, parce que unanimité politique, ça veut dire que c'est vraiment le monopartisme, alors que c'est pas le cas. Mais quand je parlais de pseudo ou du moins d'unanimité, enfin, pas d'unanimité, on va retirer unanimité, c'est pas le bon terme. Mais en fait, c'est une machine de guerre. Parce que quand tu vois même certains opposants qui étaient du côté de Ping en 2016, les gars, ils ont traversé la cour. Ils ont rejoint le PDG. C'est pour dire que quand tu vois le poids, les poids lourds qui composent la majorité présidentielle, tu te demandes, Seigneur, il y a qui en face? En fait, pas qu'en face, il n'y a personne, mais il n'y a pas des poids lourds qui puissent faire basculer les choses, en fait. C'est comme ça que moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vis les choses. C'est comme ça que moi, j'analyse le truc. Quand tu essaies de prendre le camp de l'opposition, par exemple, tu as qui là-dedans? Tu as Raymond Donsima, enfin, les poids lourds. Tu as Raymond Donsima, tu as Ondo Ossa, tu as Paulette Missambo, tu as Chambrier. Pour moi, c'est tout, puisque Ping, lui, s'est retiré de la course. Mais Paulette Missambo, Chambrier, Ondo Ossa et donc Sima, bien que derrière, bien que soutenant la candidature d'Ondo Ossa, et même là encore, j'ai un peu des doutes, je sais pas, j'ai vu des trucs là, mais bon, c'est pas encore bien sûr, qui me laisse croire que Paulette Missambo, enfin, et Barreau Chambrier, c'est comme s'il n'y avait pas une réelle unanimité. Mais bon, je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Bon, je vais les inclure là dans l'opposition qui soutient la candidature d'Ondo Ossa. Mais c'est pas non plus... c'est pas non plus des poids lourds en fait, finalement. Pour moi, en tout cas, quand tu vois... C'est ouvert, c'est large ouvert comme ça pour le candidat de la majorité présidentielle. J'ai même envie de dire que si depuis 2009, il y a eu des contestations féroces quant aux résultats des élections présidentielles, j'ai envie de dire que s'il y a une année où c'est large ouvert, c'est cette année-là en fait. S'il y a une année où il n'y aura pas besoin d'un 99,97% de taux de participation au Togoué, c'est vraiment cette année-là. J'ai vraiment l'impression que vraiment, il n'y a rien en face. Encore une fois, ce n'est pas pour négliger, mais c'est pour dire la machine, la broyeuse du PDG en son sein, enfin, dans son effectif. Des gens comme, par exemple, Yengen, donc, qui était du côté de Ping, qui a maintenant rallié la majorité présidentielle. Enfin, ils ont tout pris, en fait. Pour moi, franchement, cette année-là, il n'y a rien en face qui puisse, en tout cas, faire... qui puisse réellement faire pencher la balance, sauf erreur de ma part. Après, on verra de toute façon. Mais il y a aussi d'autres choses qui me font penser que... Par exemple, là, j'ai regardé... Manganga Moussavou qui disait que le gouvernement avait refusé la présence des observations de l'Union internationale pour cette échéance-là. C'est un facteur, tu sens que c'est déjà quelque chose, tu sens que bon, c'est ouvert. C'est ouvert, en vrai c'est ouvert. C'est déjà quelque chose qui montre que cette année en tout cas, ça va être vraiment compliqué pour l'opposition de s'imposer. Ou du moins même d'arriver dans un résultat serré comme en 2016 en vrai. Concernant, j'ai envie de parler également de ceux qui, dans l'opposition, qui parlent d'incapacité physique pour le président de gouverner. Moi j'ai envie de dire c'est un faux débat en vrai. Parce que en vrai, qui de mieux que soi-même pour se sentir capable physiquement d'exécuter une tâche ou d'exécuter, je sais pas moi, une mission. Je prends un exemple. Pour moi, c'est une question qui relève de la volonté personnelle. Donc, quelqu'un peut te sentir incapable, mais dès que toi-même, tu te sens capable, bah, tu y vas, quoi. Enfin, pour moi, c'est un faux débat, quoi. C'est un sujet important parce qu'il faut que le président soit en capacité physique, effectivement, d'assurer la fonction présidentielle.
Mais voilà, si lui se sont capables d'y aller, qu'il y va, quoi. Je prends un exemple bête. Combien de personnes parmi nous, tu es alité, le médecin te dit, bon, le temps du traitement, je sais pas moi, 3 ou 4 jours, on va dire, allez, vas-y, on coupe la poire en deux, on va pas prendre trop long, ni trop court. On va dire une semaine. Voilà, tu es malade pendant une semaine, le médecin te dit, pendant ce temps-là, tu ne dois pas boire. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu essaies de suivre, mais au bout du quatrième jour, s'il y a une fête ou bien il y a une occasion festive qui se présente à toi, le plus souvent tu dis, ah, c'est pas juste un jour qui va machin. Donc en gros, tu vas passer outre les recommandations médicales, mais c'est parce que tu te sens capable physiquement de la boire. C'est peut-être pas un exemple qui soit comparable à la capacité physique d'assumer la fonction présidentielle, mais c'est pour dire que moi je pense que les médecins ont dû dire au président déjà que la campagne devait être difficile, enfin de pas forcément y aller, où ils leur ont donné, ils ont sans doute dit d'y aller mollo, si machin. Et si lui-même il se lève, il dit qu'il part et qu'il va faire la campagne, c'est qu'ils se sont capables d'assumer la fonction finalement. Et voilà, donc capacité physique, argument zéro, c'est une question de volonté personnelle. Ce qui me gêne dans ce qui est un peu gênant pour moi aussi dans l'opposition depuis 2009, c'est le côté où finalement en fait tu as l'impression que après la mort de feu président Omar Bongo, tous ceux qui se sont ajoutés dans l'opposition, finalement, l'opposition en plus qui s'est créée là, tu as l'impression que c'est une opposition qui est née des discordes internes qui existaient déjà au sein du Parti démocratique gabonais. Donc, quand tu prends par exemple Baobab, militaire interne, mais tu sens qu'en fait, à l'intérieur, dans leur cuisine interne, ils avaient déjà des discordes du vivant du président, et quand le président est mort, ce sont des discordes qui se sont juste officialisés, et ça a pondu des candidats de l'opposition tel André Borban, tel Ping par exemple. Donc tu as l'impression que c'est ça, et en fait quand tu vois certains membres de l'opposition, tu as plus l'impression que c'est, voilà, comme je disais, c'est une opposition d'opportunité. C'est une opposition d'opportunisme. Ils ont juste saisi l'opportunité de se présenter à l'élection présidentielle. Mais ça relève de leur discours qu'ils avaient depuis longtemps en fait. Aujourd'hui, quand on voit dans les membres de l'opposition, certains candidats qui ont eu de près ou de loin des ramifications avec le pouvoir en place, j'ai du mal avec ça en fait. J'ai du mal avec un Barreau Chambrier qui était dans le PDG. J'ai du mal avec une Paulette Missambo. Encore une fois, ils ont le droit de se présenter, mais tous ceux qui ont eu de près ou de loin des ramifications avec le pouvoir en place et qui ont formulé leur candidature, enfin qui se sont présentés en tant que candidats, j'ai du mal avec ce genre d'opposants-là, parce que pour moi, ce n'est pas une opposition de conviction. Ça ressemble plus à une opposition d'intérêt derrière, enfin à la politique du ventre, quoi. Et c'est en cela que je dis, ok, d'accord, opposants aujourd'hui, mais quand tu regardes dans ceux qui soutiennent Endossa, pardon, non, j'ai du mal avec Barreau Chambrier et puis Paulette Missambo, quoi. Enfin, vous avez eu une origine politique commune. C'est vrai que dans la vie, à un moment donné, chacun peut prendre sa route. C'est par exemple le cas pour ceux qui regardent un peu la politique internationale. Quand tu prends les présidents de la 5e République, ça a quasiment été la même chose, hein. Entre le président et puis son premier ministre. Je me rappelle encore de Mitterrand et Chirac, deux présidents de la 5e République. Mitterrand qui, pendant le débat présidentiel, Mitterrand qui n'a cessé de dire qui n'a cessé d'appeler Chirac Monsieur le Premier ministre, et pourtant il se présentait face à lui, quoi. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Messieurs,
Monsieur, si vous le voulez bien, avant de... En tout cas, en France, c'est quasiment ce qui se passe le plus souvent, c'est que le Premier ministre, ouais, il est là au service du président, mais à un moment donné, quand il y a des discours, bah, il démissionne pour se présenter après derrière. C'est quasiment ça le schéma qui se passe. Après, le Premier ministre ne gagne pas toujours, mais voilà. C'est pour dire que quand on a fait, on a les mêmes origines politiques, j'ai du mal à croire en une opposition réelle. Pour moi, après ça, c'est juste moi qui analyse les choses comme ça. Du coup, s'il faut encore justement lever certaines personnes qui étaient dans la majorité présidentielle à un moment donné de leur vie politique, il ne reste quasiment plus rien. C'est en cela que je parle d'une certaine forme d'unanimité politique, parce que finalement, il reste qui dans l'opposition pour vraiment faire face à la machine du PDG. Il ne reste pas grand monde en tout cas. De toute façon, c'est toujours des hypothèses, c'est toujours des analyses qu'on peut faire en amont de l'échéance, on peut faire en amont du vote. On ne sait pas réellement ce qui peut se passer. Et moi, mon analyse, c'est celle-là. Je pense que cette année, c'est vraiment ouvert. Vraiment, cette année, je pense vraiment que c'est l'année où le président il va gagner sans encombre, sans réelle difficulté, quoi. On a à voir, on verra. Hein. Concernant le président actuel, bon, j'ai regardé les meetings. Bon, c'est vrai que physiquement, il apparaît quand même un peu affaibli. C'est un secret de polichinelle, hein, de toute façon. Après, derrière, comme je disais encore une fois, s'ils se sont capables d'assumer la fonction présidentielle, c'est lui qui voit. Il y a des questions vraiment, franchement, qu'il faudrait... Ça, c'est plus une affaire de majorité présidentielle, d'opposition de conviction, d'opposition ou de la politique du ventre. C'est plus une affaire de... C'est plus une affaire de qui est qui ou qui est quoi ou qui a fait quoi. C'est plus ça. Vraiment, nous, on souhaite que le résultat des urnes soit respecté des deux côtés. On ne veut plus tomber dans les travers du passé. On ne veut plus ça. On souhaite vraiment également que la personne qui accède à la magistrature suprême se mette au travail. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, moi je dis oui, les portes sont ouvertes pour la majorité présidentielle et tout. Encore une fois, c'est une hypothèse. Mais en vrai, quand on regarde le parcours depuis 2009 jusqu'à maintenant, en 2009, moi, je flanchais plus du côté de l'opposition. Mais après, quand j'ai vu le programme de campagne du président actuel, je me suis dit, waouh, en fait, il a réussi à me convaincre par son programme de campagne. Après, c'est pas faux que tu présentes un programme de campagne, à l'époque c'était un septennat, il avait 7 ans pour matérialiser. C'est pas faux que toutes les personnes qui se sont présentées qui ont présenté leur candidature à la magistrature suprême n'ont jamais matérialisé 100% de leurs promesses de campagne. Ça n'existe nulle part ailleurs dans n'importe quel pays. Mais on veut juste un minimum de matérialisation. Et quand on voit les promesses de campagne de 2009, les autres, en fait, au final, tout à l'heure, je disais, oui, Ondo, ça, il a passé son temps à dresser le bilan présidentiel du candidat de la majorité. Mais au final, tu te rends compte que les autres, c'est l'argument principal de l'opposition à l'heure actuelle. C'est l'argument principal. Même si après, derrière, oui, ok, d'accord, on fait un état des lieux, on critique, mais à un moment donné, il faut être force de proposition. Parce que si on critique seulement sans proposer, là, par contre, moi, ça me gêne, personnellement. Donc, quelle que soit la personne qui va gagner, franchement, il faut que la personne se mette sérieusement au travail. Parce qu'on est un petit pays, il y a des problèmes qui, pour moi, ne s'expliquent plus, en fait. Il y a des problèmes qui ne s'expliquent plus. Des problèmes d'électricité, des coupures, des délestages, des problèmes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'eau même tout court. Pour moi, c'est juste pas possible. Et c'est vite réglé en fait. Le problème de la SCG, c'est que la SCG se trouve en ce moment en situation de monopole du marché. Vous ouvrez juste les portes à la concurrence.
Ça va permettre de baisser le prix du kilowattheure déjà. Mais en plus de ça, ça va permettre une meilleure qualité de service finalement des prestataires d'eau et d'énergie en fait. Mais là, la SEG plus ou moins est en situation de monopole. Du coup, ils font ce qu'ils veulent. Ou du moins, ils ne font pas plus d'efforts que ça pour offrir une qualité de service qui soit cohérente avec le prix qu'ils proposent pour leur prestation de service, quoi. Donc encore une fois, vraiment que... En fait, le mot d'ordre, c'est vraiment le travail. Et pour ça, il faut être accompagné d'une équipe qui matérialise. On ne va pas dire 100%, encore une fois, les promesses de campagne. Mais dans les promesses de campagne, il faut essayer de faire un effort de matérialisation d'au moins 70%, ce serait déjà bien. Et c'est juste une affaire de volonté politique. C'est juste une affaire de volonté. C'est pas la magie, en fait. Il faut vraiment faire quelque chose, quelle que soit la personne qui sera élue. Je vais rapidement également parler de ceux qui sont contre une unanimité. Alors là, je vais dire unanimité artistique et non une majorité artistique ou il y a une unanimité artistique parce qu'à l'heure actuelle, tous les artistes, en tout cas tous les poids lourds de la musique gabonaise ont soutenu la candidature du candidat de la majorité. Pourquoi vous en voulez aux pauvres enfants? Un artiste, il vit de quoi? Il vit soit des droits d'auteur, soit de ses cachets de concerts et de tout ça. Vous en voulez aux pauvres enfants, pourquoi? Ils partent là où il y a le cachet, qui est faux. Si au PDG, on leur donne de l'argent pour pouvoir prester, ils partent au PDG. Si on leur donne 10 000 chez les opposants, au PDG, on leur donne 20 000. Pourquoi ils vont aller prester pour l'opposition? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai à leur reprocher, c'est que beaucoup parmi eux, ils ont pris position, soit prendre position en disant qu'ils ne vont jamais soutenir le PDG, ou encore ils ont intervenu à un moment donné de leur vie artistique pour dire qu'ils étaient plus ou moins apolitiques, ou du moins que la politique, c'était des artistes, quoi. Ils n'étaient pas là pour faire de la politique ou quoi. Et quelques années ou quelques mois plus tard, aujourd'hui, les gens ont retenu ça en fait. Tu ne peux pas avoir dit que toi, la politique, tu es loin de ça parce que tu fais ta musique et tout ça, ou bien encore que le PDG, tu n'es pas dedans. Et après, derrière, tu vas soutenir le PDG. Donc, moi, la seule chose que je peux reprocher aux artistes qui soutiennent le candidat de la majorité, c'est vraiment d'avoir anticipé sur des sujets pour lesquels ils n'avaient même pas besoin de se prononcer. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est tout. Mais sinon, moi, je ne comprends pas les gens qui disent oui, pourquoi tel, pourquoi l'oiseau rare, pourquoi Eboloko, pourquoi Edje. Laissez les pauvres enfants, ils partent là où il y a le cachet. Sachant que les droits d'auteur ne sont pas encore développés au Gabon ou quoi que ce soit. Vous allez encore dire que oui, mais si ce n'est pas développé, c'est à cause de qui? C'est pas faux. Et c'est encore une manière aussi de remettre cette question-là sur la table. Pour le candidat qui va gagner, il faut valoriser la culture gabonaise. Et un des moyens les plus sûrs ou encore un des moyens les plus efficaces de la valoriser, en tout cas, c'est de permettre aux enfants de vivre de leur art. Et là, je ne parle que de la musique. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté, en fait. Et ça, c'est un point que Gervais Aublian a bien observé quand justement il est arrivé sur le podium d'un candidat à un projet. Et on lui a demandé à chaud comme ça, qu'est-ce qu'il pensait justement par rapport à la mort de, je pense, Iko Sekondo, paix à son âme. Et là, il a parlé justement de la question des droits d'auteur et tout ça, voilà. Les politiques, en fait, quand ils sont élus, au début de leur mandat, ils sont un peu, ils travaillent un minimum. Et vers le milieu, là, tu sens que si la courbe était ascendante comme ça commence un peu à revenir un peu au plateau. Et après, ça va vers une courbe descendante. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je pense qu'il y a une suffisance où il y a quelque chose qui fait qu'ils oublient que le mandat passe. Mais après, il va falloir venir redemander les suffrages de ceux qui t'ont élu il y a 7 ans. Bon, maintenant, là, ce sera 5 ans, c'est un quinquennat maintenant. Ils oublient à un moment donné que, voilà. Et c'est comme si ils ont fait juste un jour au trône.
Et le lendemain, ils se réveillent, bah, leur mandat est déjà passé. Et là, ils viennent encore vous refaire certaines promesses qu'ils avaient déjà eu à faire dans le passé et qui n'ont pas matérialisé. Et ils viennent remettre ça sur la table et après, ils repartent encore sur la même longueur d'onde. Ils repartent encore sur le même manque de pragmatisme par rapport aux promesses qu'ils ont eu à faire dans le passé. Là, on parle des droits d'auteur. Les artistes vous soutiennent en ce moment-là. Et là, je m'adresse au candidat de la majorité. Une fois vous arrivez, faites bouger les choses. Faites bouger les choses. Essayez de faire en sorte que voilà, vous matérialisez au moins 70%. Les besoins primaires là dont ça parle là, les besoins primaires des Gabonais là, il faut que les Gabonais aient accès à un minimum vital. Il le faut. C'est vous qui promettez, il faut matérialiser. La promesse est une dette. Même si après on dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais la promesse politique, pour moi, est une dette. C'est vraiment une dette. Une dette envers le peuple. Pour la question des artistes là, je referme ça comme ça, laissez les pauvres enfants. Il faut aussi accepter l'orientation politique de tout le monde. On est dans un pays libre. C'est peut-être pas la liberté à 100%, mais quand même, on est dans un pays où, voilà, il n'y a peut-être pas la liberté d'expression, bref, mais en tout cas, on est dans un pays où chacun est libre de choisir son orientation politique. Donc là-dedans, si quelqu'un s'est, comme je disais tout à l'heure, il s'est positionné ou bien il a fait des déclarations et qu'il a changé d'avis, acceptez le fait que, voilà, il y a aussi des gens qui aiment le PDG en fait. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui brandissent le drapeau du PDG comme ça, ou enfin, peut-être pas le drapeau du PDG, mais pourquoi ceux qui aujourd'hui affirment leur appartenance politique en sachant qu'on parle du PDG, pourquoi ces gens-là, ils sont lynchés sur les réseaux, ou bien ces gens... Il faut aussi accepter l'orientation politique des autres. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans l'opposition. Tout le monde n'est pas obligé d'être de machin. Et ne venez pas me dire, oui, mais nous tous on souffre ici, là. Et puis maintenant, comment, voilà, au moment où on a la possibilité de changer les choses, les enfants, là, ils repartent encore dans les mêmes... Mais non! Je parlais tout à l'heure de versatilité de Manganga Moussavo. Mais on peut être versatile et puis chacun fait ce qu'il veut en fait. Moi, il faut respecter quand même ce minimum-là. Chacun fait ce qu'il veut. Et chacun est conscient. Chacun fait en toute âme et conscience. Chacun fait ses choix en toute âme et conscience. En fait, si les enfants disent qu'ils soutiennent le candidat du PDG, il faut laisser les pauvres enfants. Encore une fois, moi, je pense que c'est une réalité de cachet derrière. Il y a une réalité de cachet derrière. Et puis voilà. Et puis bon, il faut accepter qu'il y en a qui aiment le PDG. Et puis c'est tout. Hein. Même si derrière, ils ont parlé, oui, on ne va pas soutenir le PDG ou quoi que ce soit. Combien... Moi, je parle des artistes. Là, je suis en train de parler des artistes. Combien d'hommes politiques dans ce même Gabon-là ont été opposants et se sont retrouvés aujourd'hui dans la majorité présidentielle? Ça, là, vous ne parlez pas de ça, ou du moins, vous parlez de ça vite fait. Mais quand c'est les pauvres artistes, à plus forte raison, les artistes. À plus forte raison, les artistes. Il faut laisser les enfants choisir, être libres de choisir. Il y a aussi un truc que j'ai omis d'évoquer tout à l'heure. Je suis aussi content de quelque chose qui a attiré mon attention. Parce que à un moment donné, il y avait des spéculations par rapport à la candidature du PDG. Si vous vous souvenez, quand il y a eu modification de l'âge qui donnait le droit de se présenter en tant que candidat au présidentiel, je pense que ça a été revu à 30 ans, je pense. Il y a eu des spéculations comme quoi c'était une façon d'annoncer la candidature de Noureddine. Ça n'a pas été fait finalement. Je suis vraiment, alors là, je suis content que la modification là n'a pas été une façon à court terme de permettre la candidature de Noureddine, même s'il a le choix de se présenter. C'est vraiment très bien que ce soit lui-même le président sortant qui se représente pour le PDG. J'évoque ça parce qu'à un moment donné, moi en tout cas,
je me suis dit, ah, et même il y a l'opposition qui parlait de ça, c'est même pas moi, il y a des membres de l'opposition qui disaient que oui, ça c'est juste pour présenter Noureddine, pour que Noureddine puisse se présenter aux élections. C'est très bien, en tout cas pour cette année, pour ces élections-là, qui ne se soit pas présenté. Ça va éviter beaucoup de choses. Et ça, je voulais évoquer ça parce qu'on spéculait beaucoup à un moment donné. On disait que oui, bon là, les voix sont ouvertes pour la candidature de Noureddine. Les gens étaient même en train de... Les gens étaient à un moment donné en train de dire que oui, Noureddine, il va maintenant à l'arrière-pays faire des dons, que, comme il s'appelle encore, l'artiste là qui est ministre maintenant, là, que l'artiste là, oui, il est en train de voilà. Mais c'est très bien en tout cas qu'il n'y ait pas eu une candidature de Noureddine. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour le futur, à voir. C'est une très bonne chose, pas parce que j'estime qu'il n'a pas les capacités. Moi, je ne le connais pas ou quoi que ce soit, mais c'est une très bonne chose parce que au final, ça aurait été vraiment source de discorde qui aurait entraîné des conséquences, mais vraiment des trucs pas bien du tout en fait. Qui aurait entraîné des trucs pas bien. Peut-être plus tard, mais là maintenant, là en ce moment-là, non. Et plus tard aussi, je ne sais pas. Parce qu'au final, à un moment donné, il faut quand même une alternance, quoi. Pour revenir rapidement sur l'opposition, j'espère en tout cas que c'est une opposition de conviction. J'espère en tout cas que ce n'est pas la politique du ventre, comme je disais tout à l'heure. Et j'espère également que c'est une opposition de conviction forte, que c'est un appel de la nation, c'est un appel personnel en fait. J'espère que ce n'est pas l'opposition qu'on fait pour chercher un portefeuille ministériel derrière. Parce que c'est toujours beau quand il y a une opposition de conviction et quand les règles démocratiques sont respectées en fait. Je ne souhaite plus revivre 2016. Parce que les gens ne vont pas aller dans la rue, les gens ne vont pas tomber, mourir pour finalement, pour rien en fait. On espère tous pas 2016 dans le sens de tout ce qui s'est passé en termes de morts, en termes de dégâts, en matériel, en termes de machin, parce qu'au final, aujourd'hui nous tous sommes pro l'industrialisation du Gabon et tout, mais si à chaque échéance présidentielle, parce qu'on conteste les résultats, il faut casser, c'est qu'on recule de 25 000 pas en arrière en fait. Quand nous on souhaite avancer, on ne veut plus ça, on ne veut plus les dégâts, les trucs. Ok, d'accord, c'est vrai que c'est pas toujours, la défaite est amère, mais il y a des moyens de contestation plus responsables que la protestation populaire, que les casses, que les pillages et j'en passe en fait. Avant de durer ma vidéo, là je m'adresse aux deux camps. Au camp présidentiel comme de l'opposition dans sa globalité. J'espère que tout ce qui est dit pendant les débats ou tout ce qui sera dit pendant les débats, j'espère que tout ce qui est écrit dans les projets de campagne, dans les projets de société, que ce ne soit pas de la démagogie en fait. J'espère que ce n'est pas des discours démagogues. J'espère que, en tout cas pour le tour là, j'espère que c'est pas juste des discours qui ont été pondus comme ça pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre en fait. Pensez à l'éducation, pensez à l'hôpital, pensez aux besoins primaires des Gabonais, au pouvoir d'achat, pensez aux routes. Il y a déjà des routes qui ont été faites parce que oui, quand tu prends les PK là, après moi ça fait longtemps, mais quand même, à un moment donné je voyais qu'il y avait des routes, peut-être ça fait longtemps, je n'ai pas été au Gabon, mais il y a quand même des choses qui ont été faites, mais ça reste insuffisant. Donc, l'hôpital, l'éducation, les routes pour permettre la fluidité du transport des marchandises, ça permet une meilleure économie, ça permet une meilleure circulation des biens et des personnes. Enfin, le pouvoir d'achat, pensez à ça. Quelle que soit la personne qui sera élue, pensez à ça, travailler. Il faut que ce soit un travail à la chaîne. Si c'est le même candidat qui est réélu, il faut qu'il continue et qu'il fasse encore mieux que ce qu'il a fait dans les échéances précédentes. Et si c'est une personne qui prend après, il faut que la personne aille encore plus loin et
que la personne fasse mieux encore que ce qui a déjà été fait. Pensez à ça. C'est important. Pensez également au respect des résultats. Respecter les résultats ou contester les résultats ne doit pas donner lieu à toute forme de violence, à une répression aussi, quand il y a une marche pacifique finalement. On est les mêmes Gabonais en fait. Nous sommes les mêmes Gabonais. Tout à l'heure là, je pensais aux origines politiques de tout un chacun. Mais en fait, dans le Gabon là, on se connaît tous. On se connaît tous. C'est peut-être pas une connaissance directe, mais par le biais de telle personne connaît telle autre. On se retrouve quelque part dans un carrefour. Ah, donc toi aussi tu connais. Ah oui, oh mais je connais bien. C'est comme ça là. C'est les mêmes, on est les mêmes. L'arène politique, c'est pas un combat d'ennemi à ennemi en fait. C'est juste une divergence d'opinion. C'est la confrontation des idées divergentes. Mais à un moment donné, on doit toujours trouver le moyen de se dire, quelle que soit ma prise de position, quelle que soit mon appartenance politique, je suis d'abord Gabonais. Et c'est un Gabonais que j'ai en face de moi. Pensez à ça, au patriotisme. Pensez au patriotisme. Plus jamais de, oui, telle personne est morte, oui, plus jamais ça. Soyons patriotes dans nos actes, dans nos choix, dans le respect de l'autre, dans nos valeurs. Le Gabon, là, c'est la chose de tous. C'est notre affaire commune. Ne venons pas gaspiller notre affaire commune. Ne venons pas compromettre le futur du Gabon. Patriotisme. Je le dis avec une conviction, avec une fermeté profonde. Patriotisme, le Gabon d'abord. Quel que soit ce qui se passe, on doit être à même de régler nos problèmes en famille. Il ne faut pas qu'on soit la honte. Il ne faut pas qu'on parle du Gabon, mais ceux-là, finalement, il ne faut pas qu'on parle du Gabon comme quelque chose de connu d'avance. Enfin, je sais pas, le terme m'échappe. Il ne faut pas qu'on parle du Gabon comme d'un livre ouvert, comme d'un livre, voilà, comme quelque chose de... Alors ceux-là, on sait que ça va encore péter là-bas, on sait encore que tel va gagner. Non. Prenons des beaux exemples de démocratie, en fait. Ne répétons pas les erreurs du passé. Donc, la famille, voilà. Voilà un peu ce que moi je pense de tout ce qui se passe en ce moment. De l'actualité politique. J'espère que les choses vont bien se passer. Ça ne se passera jamais parfaitement, mais qu'il y ait un semblant de perfection dans ces élections qui arrivent. Prenez vos bulletins de vote. J'appelle massivement les Gabonais à voter, à se faire entendre. Parce que l'élection présidentielle aussi, c'est le moyen qu'a la population de sanctionner un bilan qui n'a pas été à la hauteur, de sanctionner un opposant aussi qui vient faire des belles promesses, un opposant qui fait la politique du ventre. C'est nous qui avons le pouvoir en ce moment. Et ce sont eux qui viennent vers nous pour avoir nos suffrages afin qu'ils puissent accéder à la magistrature suprême. Donc que Dieu étende sa main sur les élections de façon à ce qu'il y ait le moins de casse possible. Et puis, je ferai peut-être je ferai une vidéo quand je verrai le Djadji passer. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse tous. À bientôt la famille. Je vous remercie.